Alors, bienvenue du coup pour cette conf qui s'appelle Superflu Returns, jeux vidéo libre et payant, que certains d'entre vous connaissent peut-être ou pas, je ne sais pas. Et pour vous parler de ce jeu, je vais être obligé de commencer à vous parler de moi. Je suis désolé, je ne vais pas faire ça très longtemps, mais voilà. Donc partie zéro parce qu'on commence à compter à zéro comme des gens qui font de l'informatique. Donc, mon parcours, alors je suis né en 89, c'est pas une erreur, hein, même si ça devrait être 90 sur la frise, mais enfin voilà, c'est fait un peu à l'arrache. Donc, on va distinguer parcours artistique et scolaire slash pro. Donc, évidemment, comme beaucoup de gens, j'ai fait l'école, hein, élémentaire et compagnie. À ce moment-là, comme je pense beaucoup d'enfants aussi, mais peut-être plus que d'autres, je fais beaucoup de dessins. Alors ça, c'est un dessin que ma maman m'a renvoyé il n'y a pas très longtemps. Moi, je ne m'en souvenais plus, mais je l'ai dessiné le soir de l'élection de Jacques Chirac, où je disais qu'on allait quitter la France à cause de Chirac. Alors, on va dire que ouais, j'avais des convictions, mais je pense que je répétais ce que j'entendais à la maison. Bon, on n'est pas parti finalement. C'est les riches qui parlent, hein, quand ils partent, quand ils ne sont pas contents de l'élection. Mais bon, nous, on est restés. J'étais plutôt très bon élève à l'école et ça a continué au collège et au lycée. Plutôt genre premier de la classe, on va dire. Voilà, j'ai mis des lentilles, donc vous ne me voyez pas avec mes lunettes, mais bon, en plus, vous voyez le style, quoi. Donc, j'étais pas très, très populaire. Je me suis dit, je vais faire de la guitare, ça va me rendre populaire. Ça marche pas. Hein, ça marche si vous êtes déjà populaire, ça vous aide, mais sinon... Bon, bah, enfin, l'avantage, c'est que je sais faire de la guitare, et ça, c'est quand même chouette. Donc, j'aime bien le dessin, j'aime bien la musique, j'aime bien tout ça. Comme j'étais plutôt très bon élève, bah, ouais, évidemment, j'ai fait classe prépa. Alors, classe prépa, le parcours artistique, ça va être très simple. Que dalle, hein. Les gens qui ont fait prépa savent que le temps libre, c'est compliqué en prépa. Et après la prépa, j'ai fait une école d'ingénieur. Et là, les gens qui ont fait une école d'ingénieur savent que le temps libre, ça va déjà mieux. Donc là, j'ai ressorti une vieille tablette graphique que j'avais eue quand j'étais ado, je crois. Et j'ai commencé un truc que vous avez peut-être connu qui s'appelait le Geektionary, qui était un blog qui a été actif de 2009 à 2014. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert un petit peu le milieu du logiciel libre, que j'ai rejoint Framasoft, que évidemment je me suis mis beaucoup à la programmation, école d'ingénieur, j'ai fait une filière informatique, tout ça, et j'ai fini par devenir doctorant à la fin de cette école d'ingénieur. Doctorant, j'ai continué tout ce que je faisais, mais le Geektionary était un blog très étudiant, et à ce moment-là, je commençais à en avoir un petit peu ras-le-bol, je voulais faire d'autres trucs, et j'ai fait une BD qui va être très importante pour cette conf, c'est Les Aventures Inutiles de Superflu. Donc, qui était une BD, moi je faisais du dessin, un style très caricatural avec juste quelques traits comme ça. Et Superflu, j'ai essayé de faire quelque chose de plus classique avec des vrais décors, des couleurs, voilà, quelque chose de plus évolué. Et j'ai fait aussi un truc que vous avez peut-être connu qui s'appelait le guide du connard professionnel avec un camarade à moi qui s'appelle Pouillou, qui est du coin d'ailleurs, mais qui n'est pas là au Capitole du Libre cette année. Et après mon doctorat, j'ai fini par faire ingénieur informaticien, comme disait la chanson. Et à ce moment-là, j'ai vraiment arrêté le Geektionary parce que je commençais vraiment à plus me reconnaître dedans, mais j'ai fait un autre blog qui est toujours actif et qui s'appelle Grisbouille, que vous connaissez aussi peut-être. Il y a des dessins qui sont toujours publiés, notamment sur le Framablog. Donc voilà, ça c'était pour le parcours vite fait. Mais pour l'historique du projet, on va remonter juste un tout petit peu avant, parce que là ça s'était arrêté en 2020. En gros, aux alentours de 2019, avec un groupe d'amis, on se passionne pas mal pour les escape games. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, en gros, on vous met dans une pièce et vous avez 1 heure pour en sortir, et pour ça, il faut résoudre des codes, des énigmes, des trucs. Alors selon les escape games, c'est plus ou moins intéressant, mais des fois c'est très rigolo. Et puis on a découvert qu'il y avait des versions jeux de société, comme les jeux Unlock, qui sont très sympas, que je vous conseille. Alors c'est des jeux auxquels on peut jouer qu'une seule fois, parce que c'est une aventure, enfin, il y a 3 aventures dans une boîte comme ça. Bon, après, vous pouvez le revendre ou le filer à vos amis, voilà. Et puis j'avais découvert aussi que ça existait en livre, donc escape game de poche. Ce n'est pas totalement la même chose qu'un livre dont vous êtes le héros. Moi, les livres dont vous êtes le héros, j'avais essayé d'en faire et ça m'avait vite gonflé. Et côté, tu lis un truc, ah bah je suis mort, bon bah je reviens en arrière, je lis un autre truc, ah bah je suis coincé, je reviens en arrière. Et moi, ça me faisait penser, vous voyez, moi j'aimais beaucoup les jeux point and click quand j'étais petit, les LucasArts et compagnie, et ça me faisait penser à ça, mais en moins bien fait, quoi. C'est-à-dire, les jeux LucasArts, il y a tout un truc où tu peux pas mourir, tu peux pas être coincé, ce qui est plus agréable. Mais bon, du coup, les escape games de poche, c'est différent, au sens là où vous avez vraiment des images avec les images des endroits où vous êtes, vous avez des objets, vous avez un petit code pour récupérer un objet, vous allez chercher le code à la fin, enfin, c'est assez bien foutu, assez sympa. Et moi, quand je vois un truc bien foutu, sympa, j'ai toujours le réflexe de me dire, mais je devrais en faire un. Et je me suis dit, donc j'ai eu un petit cheminement de pensée comme ça, qui était, bah, je vais faire un escape game de poche, parce que je sais faire des bouquins, j'en fais déjà, je sais faire des PDF, et je me dis, bon bah, quitte à faire un PDF, un livre que je vais partager sur Internet, bah, autant en faire un truc interactif, quoi, sur le site web où tu peux cliquer directement sur les trucs.
Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, ce que je veux faire, c'est un point and click, en fait. Parce que si on commence à faire un escape game interactif, il suffit de rajouter après de la musique. Puis là, j'ai eu un peu l'illumination de me dire, en fait, en plus, je sais faire tout ça, quoi. C'est pour ça que je vous ai montré mon parcours, c'est-à-dire que je sais dessiner, je sais faire de la musique, je sais écrire, parce que j'écris plein de trucs. Et puis, bah, je sais programmer, c'était même mon métier à ce moment-là. Et je me suis dit, bah, je vais faire moi-même tout seul un jeu vidéo, ce qui est un peu ambitieux, hein, on va pas vous mentir. Et en 2019, donc octobre 2019, c'est le début du développement. Et à ce moment-là, en fait, je me dis que je vais faire ce jeu vidéo basé sur l'univers de Superflu, cette BD que j'avais faite avant. Et là, je fais ce poète sur Mastodon. Je dis que j'ai une idée de génie pour la saison 2 de Superflu, mais que la saison 1, bah, en fait, elle est au point mort à ce moment-là. En fait, la Superflu, la BD, elle a commencé en 2012. Et là, en 2019, elle n'est toujours pas finie, sachant que j'avais prévu une 40aine d'épisodes. Donc là, ces derniers temps, il y avait eu un épisode tous les ans, puis ça s'était espacé, puis là, j'avais un peu fait le deuil, je m'étais dit, je la finirais pas. Et en fait, bah, ça m'a mis un petit coup de pied aux fesses pour la finir pour de bon, et pour faire ce jeu, qui sort, enfin en tout cas, une première démo sort un an après à peu près, donc démo jouable à Noël 2020. Alors à ce moment-là, c'est vraiment une interface calquée sur les vieux LucasArts, hein, vous voyez, avec la barre en bas, barre de verbe, tout ça. C'est les 2 premières pièces du jeu, en gros, donc c'est vraiment une démo jouable très courte. Et ce qui va changer en fait dans tout ça, c'est mon passage comme auteur à plein temps en septembre 2021. Donc moi avant j'étais ingénieur et je faisais du dessin sur mon temps libre. Et puis bah, y a eu le Covid où j'ai commencé à plus, enfin, comme tout le monde, à plus sortir, mais en continuant à avoir un gros salaire, bah, j'ai mis beaucoup de côté. J'ai été en télétravail et je trouvais ça super chouette d'arrêter de me retrouver dans les bouchons tout le temps parce que j'étais à Sophia Antipolis à côté de Nice et c'est pas très agréable pour aller bosser là-bas. Et tout ça a fait que quand on a commencé à retourner au boulot, je me suis dit, ouais, mais en fait, j'étais bien, j'ai envie de faire autre chose et j'ai de la thune. Donc je me suis dit que c'était le moment de tout plaquer pour faire auteur. Sauf que bon, même si on a de l'épargne, bah, en fait, il faut un moment gagner de l'argent en faisant auteur. Et dans tous les plans que j'avais, il y en a d'autres dont je ne vais pas forcément parler ici. Mais je me suis dit, bah, le jeu vidéo, c'est pas mal. Parce que contrairement aux bouquins que je fais d'habitude, un jeu vidéo, je me dis, c'est un peu plus simple à vendre. Parce qu'un bouquin, quand vous voyez un bouquin que vous ne connaissez pas, c'est quand même un investissement de se dire, ah ouais, il faut que j'y passe quand même un certain nombre d'heures à lire. Un jeu vidéo, on voit une vidéo, on peut voir un peu de gameplay, on peut plus facilement se dire, ah ouais, ça a l'air cool, et je l'achète. Donc je me suis dit, bah, je vais vendre ce jeu, ce qui est déjà un truc un peu différent d'avant. Et je me demande si j'ai pas zappé une slide. Ah, j'ai zappé une slide, je me disais qu'il y avait un truc que je n'avais pas dit. Donc pardon, je reviens un peu en arrière sur la base du projet. Donc ce jeu vidéo, à ce moment-là, l'idée, je l'ai déjà un peu dit, mais point and click à la LucasArts, ce que je veux dire par là, c'est un jeu avec de l'humour. C'est-à-dire, pas un truc, il y a des jeux d'énigmes qui sont très sérieux, je sais pas si un truc comme Myst, par exemple, c'est très sérieux. Moi, j'étais plutôt dans un truc un peu à la déconne, donc forcément, Superflu, c'était bien pour ça. Je voulais que ce soit multiplateforme, donc moi, je développe évidemment sur GNU Linux. Il y a beaucoup de gens qui jouent sur Windows, donc c'était clair qu'il fallait que je le fasse pour Windows, et puis une fois que j'ai fait ça, bon, ça coûtait pas plus cher de mettre macOS. Et puis, moi, les point and click auxquels je jouais quand j'étais petit, j'y joue pas mal sur un truc qui s'appelle ScumVM, qui est un logiciel libre d'ailleurs. Et il y a une version Android. Et en fait, c'est très sympa de jouer à des point and click sur Android, surtout les vieux, en fait, comme ils sont très pixelisés, bah, en fait, sur un tout petit écran, ça s'affiche super bien. Donc je m'étais dit, bah, je ferai une version Android aussi, après tout, pourquoi pas. Au départ, justement, je m'étais dit que j'allais le publier par épisode, parce que je me suis dit, sinon, je le finirais jamais. Et ça, c'est un des trucs qui a changé, c'est pour ça que j'ai repensé à cette slide, quand je suis passé comme auteur à plein temps. À l'époque, je me dis, je vais le publier sous licence libre, donc GPL pour le code et BySA, enfin Creative Commons BySA pour le contenu, parce que tout ce que j'ai fait comme contenu jusqu'à maintenant était en BySA. Et côté technique, je ne vais pas en parler plus, mais voilà, moteur C++, avec SDL2. Alors à l'époque, je n'avais pas utilisé de moteur de jeu, j'avais fait un truc un peu perso, ce qui n'était pas forcément d'un point de vue efficacité la meilleure chose à faire, mais c'était ce que je voulais faire à ce moment-là, ça m'amusait un peu. Et est-ce que... Oui, voilà, et je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mes slides, j'ai sauté des slides, excusez-moi, c'était un peu dans le désordre. Mais voilà, en gros, ce que je voulais dire, c'est que c'était pas une idée toute neuve de faire un point and click comme ça, au sens où moi, comme beaucoup de gens qui ont appris la programmation, je pense, je me suis un peu lancé dans la programmation en me disant je ferais bien des jeux vidéo. Bon, puis après, on fait un Hello World, on apprend vaguement à utiliser la SDL, on se fait ouais, ok, c'est un peu plus compliqué que juste programmer. 2-3 petits trucs. Donc, mais j'avais essayé des choses à l'époque du dictionnaire qui n'ont jamais vraiment été publiées, et il y avait aussi ce petit bonus que j'avais fait de Superflu, où j'avais fait une espèce de fausse capture d'écran
d'un jeu vidéo LucasArts. Donc là, c'était, je crois que c'est l'interface de Indiana Jones and Fate of Atlantis, qui est un excellent jeu. Et ce qui fait que voilà, quand j'ai eu l'idée de faire ce point and click, l'univers de Superflu, ça m'est apparu un petit peu comme un truc assez évident. Et donc, je reprends le déroulé normal, donc auteur à plein temps. Je vais essayer de vendre ce jeu. Et à partir du moment où j'ai cette idée, il y a quand même une question qui se pose assez vite, c'est comment ça se conjugue avec la licence libre. Parce qu'on dit que libre ne veut pas dire gratuit, ce qui est vrai, mais libre, ça implique quand même pas mal gratuit. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où le jeu est sous licence libre, ça veut dire que n'importe qui peut le partager. Donc, l'idée de se dire, je vais toucher un petit quelque chose à chaque exemplaire qui est partagé, ça marche pas. Donc, souvent, les projets qui sont sous licence libre, ils se financent différemment, que ce soit par les dons ou par du support ou d'autres choses. Bon, le support en jeu vidéo, je vais pas faire payer le support, quoi. Et puis, au niveau des dons, j'en avais déjà un petit peu, mais c'est pas énorme. Donc, je m'étais dit, je vais peut-être le verrouiller un peu plus, juste pour pousser en fait les gens à l'acheter. Et donc, je m'étais posé la question du niveau d'ouverture. Voilà, j'avais listé un certain nombre de trucs que je pouvais faire, donc plus c'est vert, plus c'est libre, plus c'est rouge, moins c'est libre. J'ai assez vite évacué l'idée de faire un truc complètement non libre, parce que ça allait vraiment pas avec ma philosophie. Au départ, je m'étais dit, à la rigueur, ce que je peux faire, c'est faire un jeu libre, mais ne pas fournir l'exécutable, c'est-à-dire que du coup, c'est les gens les gens ont besoin, en fait, soit de compiler le jeu, soit de l'acheter. Mais il y avait deux trucs qui me plaisaient pas, c'est que déjà, ça fait que les gens qui maîtrisent techniquement sont avantagés par les gens qui maîtrisent pas techniquement, ce qui est pas très sympa. Et puis, en fait, ça a vite une limite, c'est que la première personne qui le compile, elle a tout à fait le droit, par la licence, de repartager librement, et en fait, du coup, le jeu devient gratuit de fait, même si moi, je l'avais pas mis. Et donc, je me suis pas mal dit que une bonne solution, ça pouvait être de le publier d'abord avec des données non libres, tout en gardant le moteur libre. Le moteur libre, l'idée, c'était que vous puissiez quand même vérifier que j'allais pas miner du Bitcoin ou capter plein de données avec le moteur du jeu sur votre ordi. Ce qui était quand même c'était la première fois que je faisais une exception en fait à la licence libre. Tout ce que j'avais fait jusqu'à maintenant était toujours publié uniquement sous licence libre. Donc voilà, ça a été une décision quand même que j'ai pas mal pesée. Et en fait, après, ce que je me suis dit, c'est que là, j'ai fait un axe, mais en fait, il y a un autre axe, c'est l'axe du temps. Et je me suis dit, en fait, ce que je vais faire, c'est d'abord le publier comme ça, de façon pas totalement libre, au départ, voilà, pour essayer de pousser à l'achat, de rentabiliser au maximum le truc. Et puis, au bout d'un moment, en fait, de le libérer. Bon, j'avais mis une ligne comme ça, mais en vrai, je ne suis pas passé par la case où j'ai libéré les données sans mettre les exécutables. Je me suis dit, à partir du moment où je libère, j'ai tout mis libre. Donc, voilà, c'était ma façon de faire. Je ne savais pas à quel point ça allait être bien reçu et j'ai pas eu beaucoup de critiques. Il y a juste des gens qui m'ont dit « Ah, ça serait bien de mettre une licence, d'indiquer que ça sera libéré dans la licence, parce que sinon, on n'est pas sûr que tu vas le faire et tout. » Je dis « Ouais. » Bon, ça faisait 10 ans que je faisais des trucs, je dis « Il faut quand même me faire confiance, je pense. » Bon, j'ai fini par libérer, donc si vous m'avez fait confiance, vous avez bien fait. Et donc, le jeu sort en mai 2023. À ce moment-là, il sort sur Steam, itch.io et Google Play. Donc, Steam, c'est là où la plupart la plus grosse communauté des gens qui jouent se trouve. Alors, tout le monde n'aime pas trop Steam, notamment parce que, en fait, ils envoient enfin, tu es obligé de passer par un launcher, enfin, par un lanceur à eux, ce qui n'est pas très, très pratique. itch.io, les gens aiment mieux en général. Il y a pas mal d'ailleurs de projets indépendants qui sont sur itch.io. C'est vrai que c'est bien et en plus, ils sont moins gourmands en termes de ce qu'ils prennent comme royalties. Le seul truc qui est un peu chiant avec itch.io, c'est que c'est un peu moins user-friendly, notamment pour les gens qui viennent dessus. On ne peut pas traduire les pages, donc la page est en anglais. On doit payer en dollars, donc ça, il y a des gens qui sont un peu... Qu'est-ce que c'est que ça? Steam, de ce côté-là, est mieux foutu. Mais je trouvais ça bien d'avoir les deux, comme ça, les gens qui n'aiment pas Steam peuvent passer par itch.io. Et Google Play, c'est juste que comme il y a une version Android, je me suis dit, pour les gens qui ne sont pas très techniques, qui ne savent pas installer un APK, ils peuvent le trouver sur Google Play. Je n'ai pas vendu grand-chose sur Google Play, honnêtement. Sachant que si vous voulez la version Android, en fait, elle est aussi disponible si vous l'achetez sur itch.io, parce que itch.io permet de partager des APK, donc il y a un APK avec itch.io. Si vous voulez la version Android, passez par itch.io. Steam ne veut pas, par contre. J'ai essayé de mettre une version APK dans Steam, et ils ont dit non, on ne fait pas de support pour Android. Ok. Voilà, donc le jeu ressemble à ça au niveau des captures d'écran. Donc voilà, point and click avec choix de dialogue. Il y a aussi un mode manette et un mode tactile. Enfin, j'ai vraiment essayé de bien bosser toutes ces interfaces. À ce moment-là, je l'ai fait à 15 €. On m'a dit que c'était un peu cher parce qu'il n'est pas très long. On peut le finir en 4-5 heures. Donc bon, j'ai fini par le baisser un peu. Mais après, le problème, c'est que je me suis aussi rendu compte à ce moment-là que c'était un peu comme dans le milieu de l'édition finalement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui publient des bouquins puis en fait en vivent pas, hein, donc juste gagnent quelques piécettes à la fin du mois.
Bah, c'est pareil dans le jeu vidéo, figurez-vous. Il y a beaucoup de jeux indépendants où il y a des gens qui font des jeux, alors ils sont contents, ils les foutent à 2 euros. Puis bah, en fait, du coup, ils n'en vivent pas. Donc je m'étais dit, bon, bah, 15 euros, c'est pas déconnant, surtout que le point and click, c'est quand même un truc plutôt niche, il n'y a pas tant de monde que ça qui y joue. Donc je me suis dit, s'il n'y a déjà pas grand monde qui l'achète et qu'en plus il est vraiment pas cher, ça va être compliqué. Mais bon, j'ai fini par le baisser un petit peu au bout de quelques mois. Il est à 10 euros maintenant. Le démarrage est pas mal à ce moment-là, au début. Donc en quelques jours, j'en vends une centaine d'exemplaires. Voilà, au niveau des proportions, du coup, c'est à peu près 2 tiers par Steam, 1 tiers par itch.io et quelques poussières par Google Play, en gros. Et le truc vert en bas, c'est les trucs que je vends directement. Donc au début, il n'y en avait pas beaucoup. Après, j'ai fait des stands, il y en a eu un peu plus. Donc je suis assez content de tout ça, mais je vois assez vite, voilà, en septembre, je me rends compte que ça se tasse déjà quand même pas mal. Hein. Je commence à en vendre un peu moins. Je me dis, bon, bah là, il faut que j'y aille à fond dans la com. Donc je passe beaucoup de temps à promouvoir le jeu à l'automne 2023. Donc j'envoie des communiqués de presse à plein de monde. Je fais un blog où je détaille plein de trucs, techniques ou pas d'ailleurs. Ça, c'est sympa. C'est quelqu'un qui m'a proposé spontanément de le traduire en italien. Alors, moi, je l'avais déjà traduit en anglais moi-même parce que je maîtrise suffisamment l'anglais. Je trouvais ça chouette, l'italien, donc je lui ai dit, bah, pourquoi pas. Donc ça s'appelle Superfluo Returns en italien, du coup. Et en français, c'est Superfluo Returns, je crois que je ne l'ai même pas dit, enfin si, c'était le titre de la conf. Mais... Et puis, il y a eu des trucs un peu dérivés, donc la bande-son que j'avais faite, bah, je l'ai sortie sur Steam aussi en DLC, donc il n'y a pas grand monde qui l'a acheté, mais ça fait toujours un petit peu des trucs. Et puis, bah, comme le jeu était traduit en anglais, je me suis dit, je vais aussi traduire la BD sur laquelle le jeu est basé en anglais, que j'ai sorti aussi sur Internet. C'est pareil, elle s'est pas beaucoup vendue, mais je trouve ça chouette que les gens qui ont apprécié le jeu en anglais puissent lire la BD. Sachant que vous pouvez totalement jouer au jeu sans avoir lu la BD, hein, c'est assez indépendant. Et j'ai fait des making-of en direct, donc sur PeerTube, sur une instance qui s'appelle Aperitube, meilleur nom d'instance que je connaisse. Donc en gros, j'ai fait un espèce de let's play, j'ai joué à l'intégralité du jeu, et à chaque fois, en fait, bah, je montrais comment c'était fait. Donc ça, c'est les sources d'une des pièces dans Inkscape, où on voit l'animation détaillée d'un personnage. Donc ça, j'ai fait ça tous les mercredis, donc ça a pris un petit peu de temps. J'appuie sur le micro. Ça a pris un petit peu de temps, mais voilà, maintenant ils sont disponibles en replay, donc si vous voulez les regarder, vous pouvez y aller. Je les ai pas montés, donc des fois c'est un petit peu long, mais c'était un des trucs que j'avais fait. J'ai péniblement réussi à avoir quelques articles. C'est compliqué de trouver des gens pour parler du jeu. Et un des trucs qui m'avait un peu gonflé, c'est que j'ai eu 0 article dans des blogs ou journaux francophones. Enfin, à part quelques personnes comme Plume, par exemple, qui en ont parlé, mais moi je parle vraiment de blogs de jeux vidéo, quoi. Ce qui est un peu dommage parce que le jeu, j'en ai pas trop parlé, mais ça se passe dans une campagne française très typique, et en vrai, n'importe quelle personne qui a vécu en France va avoir plein de références et va apprécier pas mal de trucs dans le jeu que d'autres personnes ne verront pas forcément, ou bah, ça leur paraîtra un truc un peu exotique, alors que pour nous, ça nous paraît comme des trucs un peu, voilà, des références communes. Et je trouvais ça triste que bah, finalement, il n'y ait que des blogs américains qui en parlent. Alors que bon, c'était quand même un truc, c'est pas si courant d'avoir un jeu qui se passe dans une campagne française avec la vieille école qui a fermé, le bar PMU, le vieux château d'eau, enfin des trucs que tout le monde connaît, quoi. Mais bon, après on me doit rien, hein, c'est pas grave. Un truc dont je suis très fier aussi, c'est portage sur Nintendo Switch. Donc j'avais vu que la SDL2, donc SDL c'est la bibliothèque que j'utilise qui est libre. J'avais vu passer un message comme quoi ils avaient fait une version Nintendo. Je me dis, bah du coup c'est chouette, je vais peut-être pouvoir le faire. Alors après j'avais regardé sur Nintendo, alors Nintendo, si vous ne connaissez pas, ils sont assez protecteurs, pour le dire poliment, de leur propriété intellectuelle comme de leur kit de développement et tout. Et c'est pas comme Android. Android, si vous voulez, vous pouvez télécharger le kit de développement, il est gratuit, il est sous licence libre, je pense. Peut-être pas tout, mais bon, enfin voilà, il est librement disponible sur Internet. Vous pouvez développer votre truc Android, partager votre APK, c'est juste si vous voulez le mettre sur le Play Store de Google, là vous avez un truc un peu administratif, normal. Nintendo, vous n'avez pas accès au kit comme ça, hein. Il faut faire un dossier pour expliquer son projet, machin, et j'avais lu que si tu étais développeur indépendant, que c'était ton premier jeu, que tu n'avais jamais rien sorti, c'était même pas la peine de candidater, ils te le fileraient pas, quoi. Donc je m'étais dit, bah, je vais attendre de le vendre d'abord un petit peu sur PC, d'avoir quelques reviews, puis après je ferai la demande. Bon, puis j'ai pas eu trop de reviews, je me suis dit, ouais, bon, bah, je vais faire la demande, mais j'y crois pas trop. Et à ma grande surprise, bah, j'ai été accepté. Donc ça, c'était vachement bien. Bon, là, j'ai eu un petit ascenseur émotionnel parce que j'étais super content, j'étais super fier et tout. Puis du coup, je me connecte à mon compte développeur sur leur site pour télécharger le kit de développement. Et c'était du 100% Windows. Et du coup, le portage, ça a principalement consisté à me former à Visual Studio.
qui est une chiasse infâme. Mais bon, j'ai fini par le faire, voilà. Mais ça, c'était bien. J'ai aussi fait des festivals. Ah oui, alors. Je me suis dit, bon, il faut que je sorte un petit peu de ma communauté, donc j'allais faire des festivals un peu différents que Capitole du Libre, Journée du logiciel libre et tout. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai raté Capitole l'année dernière, parce que c'était en même temps que Art to Play à Nantes. Donc j'en ai fait 2. J'ai fait Animasia, donc ça c'était à Bordeaux, et donc Art to Play à Nantes. Alors ça c'est des festivals un peu genre Comic Con, je sais pas si vous voyez le genre, c'est un énorme hangar avec des gens déguisés en Batman et en Star Wars et tout qui passent partout. Ça fait un peu supermarché géant. Ça coûte une blinde, hein, parce que ici c'est gratos et tout. Enfin bon, on vient. Ça coûte une couille. Hein. C'est pour ça que j'en ai fait que 2 d'ailleurs. Et ouais, et c'était en vrai, j'ai un peu regretté de les avoir fait. Enfin bon, fallait bien tester. Hein. Mais j'ai quasiment pas eu de retour. J'ai quasiment pas eu d'augmentation des ventes. J'ai été sur des stands de streameuses. C'était que des streameuses, je sais pas, c'était pas des streamers. Et puis qui trouvaient ça trop bien. Le public disait ah ouais, c'est vachement bien le jeu vidéo et tout. Puis bah aucune évolution des ventes. Donc c'est un peu chiant. Et puis il y a vraiment ce côté où en fait bah tu vois, effectivement il y a des alors en termes de fréquentation ici on est des petits joueurs. Hein. Là-bas il y a des dizaines de milliers de personnes qui passent, c'est blindé de monde. Mais c'est assez triste parce qu'en fait les gens viennent tous acheter leur sabre laser et puis tous les trucs indépendants ils passent devant, ils s'en foutent. J'ai un camarade à Framasoft qui, quand on faisait des googlisons internet, disait ouais, il faudrait dé-Star Warsiser la culture. Moi, j'aimais bien Star Wars, mais après avoir fait ça, j'étais un peu d'accord avec lui. J'ai fait ouais. Donc non, un peu décevant. J'ai beaucoup regretté de ne pas être allé à Capitole du Libre finalement. Je me suis dit j'aurais passé un meilleur week-end. Donc bon, je le referai plus, mais voilà, c'était une expérience. Mais ça m'a permis aussi justement de discuter avec des développeurs et justement de me rendre compte, ce que je vous disais tout à l'heure, que bah en fait, il y a plein de mini studios de jeux vidéo ou de gens comme moi qui font des jeux vidéo tout seuls, qui juste en fait font ça sur leur temps libre et n'en vivent pas. Ce qui est quand même assez triste finalement, que ce soit libre ou pas d'ailleurs. Hein. En général, c'est pas libre. D'ailleurs là-bas, moi, je m'adaptais à mon public. Je disais pas que c'était libre, je disais que c'était open source. Voilà. Ce que je ne dis pas ici. Donc oui, t'as fait sur un moteur perso? Oui, elle est open source. Non, parce que bon, on s'adapte à son public, quoi. Mais bon. Un petit détail, mais je sais qu'ici, c'est son importance, c'est le changement de licence. Donc c'était sous GPL, le moteur du coup a toujours été libre, hein, comme je l'ai dit. Il était sous GPL au début et je l'ai passé sous licence MIT. Alors c'était un détail, mais moi c'était une question de cohérence, c'est que en vrai, il y a un truc spécial sur Steam, c'est que vous, dans leurs conditions d'utilisation, vous n'avez pas le droit d'utiliser de bibliothèque, pardon, sous licence GPL. Parce qu'ils ne veulent pas de copyleft, comme les trucs sont distribués sous licence propriétaire, bon voilà. Moi, c'était pas un souci, parce que comme c'est mon propre code source et que personne d'autre n'y a contribué, bah, en fait, je peux faire une version publique que je mets sur Framagit ou GitHub, peu importe. Et puis, bah, en fait, une version privée qui est la même, il n'y a juste pas la même licence, pour Steam. Mais je me suis dit, en fait, du coup, c'est pas très juste, parce que si quelqu'un veut prendre mon code source et faire cette personne faire elle-même ou lui-même son code, son jeu propriétaire avec, bah, il peut pas, alors que moi, je me suis permis de le faire. Donc, je me dis, je vais la mettre sous licence MIT, du coup, il n'y a pas de copyleft, et voilà, bon, en vrai, personne n'utilise mon code. Et je vous conseille pas forcément de le faire d'ailleurs, utilisez Godot. Mais bon, c'était une question de cohérence. Je vais parler de Godot après. Et puis bah, Noël 2023, je libère le jeu. Je l'avais un peu annoncé que bah, je le libère, ça serait mon cadeau de Noël. Donc là, le jeu, et je suis désolé pour le verre d'oreille, mais libéré, délivré. Et donc, je publie vraiment là pour le coup le jeu de manière complètement libre. Donc les données sont sous CC by SA, j'ai fait comme pour mon blog. Donc bah, maintenant, il n'y a rien qui s'oppose à ce que ce soit dans des distributions. Alors, c'est pas encore le cas, je crois, mais j'ai fait une soumission pour Flatpak la semaine dernière. Je sais pas si, je crois que ça a passé les tests, je sais pas après ce qu'il faut pour que ça passe. Ce qui fait que je trouve ça chouette, parce que je pense que des jeux qui sont à la fois sur Nintendo Switch et sur Flatpak, il ne doit pas y en avoir 15 000 non plus, donc je trouve ça assez stylé. Par contre, du coup, se pose la question de la monétisation. Parce que, bah, mine de rien, il a beau être sous licence libre, bah, j'ai quand même un peu envie de continuer à toucher un petit peu dessus si je peux. Ce qui fait que dans la version libre, j'ai mis ce petit encart qu'il y a à côté du menu, qui dit bah, juste c'est un jeu sous licence libre, pensez à soutenir l'auteur, et si vous cliquez dessus, bah, ça atterrit sur mon site où il y a un formulaire de don. Enfin, ça atterrit sur cette page en fait. Qui explique que le jeu est sous licence libre, mais que bah, ça coûte de l'argent de développer un jeu, et que bah, ce serait sympa de soutenir. Alors évidemment, comme c'est sous licence libre, vous pouvez très bien prendre le jeu, virer cet encart, recompiler et puis le partager. Bon, je vous demande de ne pas le faire. Après, si vous le faites, vous êtes dans votre bon droit, mais
il y a le droit, et puis après, il y a comment on se comporte entre nous. Voilà. Donc, j'ai continué à en vendre depuis. Donc, il est toujours vendu sur Steam, il est toujours vendu sur Itch. C'est juste que, bah, en fait, vous pouvez aussi le télécharger gratuitement si vous voulez et faire un don. Donc, si vous faites un don, du coup, il y a il y a un petit peu de frais de plateforme forcément, mais il y en a quand même beaucoup moins que sur Itch ou Steam, donc c'est pas mal aussi. Et en janvier 2024, oui, ça a pris un petit peu de temps à cause de Visual Studio notamment. Il sort enfin sur Nintendo Switch. Alors, il sort au moment où il est déjà libéré. Alors, la version Switch ne pourra jamais être libre parce qu'elle fait appel au SDK Nintendo qui est plus que privé. Mais en vrai, c'est pas grand-chose. Hein. C'est principalement la SDL qui fait le taf de mettre le jeu en version Switch. Le seul truc que j'ai dû un petit peu changer, c'est que sur Switch, il ne faut pas qu'il y ait de bouton quitter. Je ne sais pas pourquoi. On ne quitte pas un jeu sur Switch, on appuie sur le bouton Home, et après on quitte le jeu. Ce genre de petits trucs, mais c'est pas grand-chose. J'en ai pas vendu beaucoup sur Switch, mais j'en ai vendu suffisamment pour rembourser le kit de développement qui était quand même pas donné non plus. Donc voilà. Mais ça reste, c'est idiot. Moi, ça reste une fierté. Hein. Moi, si on m'avait dit quand j'étais gamin qu'un jour j'aurais publié un jeu sur une console Nintendo, j'aurais trouvé ça fou. Même si oui, en vrai, c'est pas très important. Mais bon. Et donc, partie 3, on fait le bilan calmement. Encore une fois, désolé pour le verre d'oreille. Donc, les ventes actualisées jusqu'à maintenant. Donc là, on est, alors vous voyez la Nintendo qui s'est rajoutée vers janvier. On est autour de presque 600 exemplaires vendus. Donc, bah, je continue à en vendre malgré la libération, vous voyez. Mais bah, ça c'est quand même en pente relativement douce maintenant, il faut être honnête. Et de fait, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, un demi-échec, donc, ou demi-succès si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et ça, donc, c'est ce qu'il y a sur la page où vous pouvez le télécharger sous licence libre. C'est-à-dire que, alors, on m'a souvent demandé, mais combien il faudrait que tu en vendes pour rentabiliser? Et en fait, c'est compliqué à dire parce que je ne l'ai pas fait à crédit, le jeu. En fait, je l'ai fait sur mon épargne, quelque part. Donc, quelque part, le jeu il est déjà financé. Je pourrais juste le mettre et puis me dire, bon, bah, c'est bon, j'arrête. C'est juste que j'aimerais bien pouvoir continuer. Mais bon, j'ai essayé de regarder le nombre d'heures que j'avais passé dessus avec un salaire d'ingé qui n'est pas déconnant, mais qui n'est pas non plus tout pourri. Et j'estime ça à 45 000 €. C'est vraiment à la louche. Hein, mais, et avec tout ce que j'ai gagné pour le moment, j'ai gagné à peu près 5 400 €, soit 12% du travail. Donc, ben, à la fois, c'est pas mal, parce que bah, j'ai pas de com, j'ai pas d'agence de com, j'ai pas beaucoup de moyens de communication, et j'ai fait ça tout seul. Donc, presque 600 exemplaires vendus, je pense que c'est honorable, mais ben, c'est pas viable. Ça veut dire que là, je ne pourrais pas en faire un autre comme ça. Et puis, bah, en même temps, ben, verre à moitié plein, c'était... Alors déjà, c'était super fun à faire, moi j'ai adoré. Développer un jeu vidéo, il y a des passages chiants, hein, comme dans tout projet de programmation. Il y a des bugs chiants, j'ai fait des articles dessus. Mais c'est quand même vachement bien et c'est très satisfaisant. Notamment parce que moi, je pense que c'est le projet le plus complet que j'ai fait. C'est-à-dire que bah, y a tout ce que je sais faire dedans, quoi, développement, graphisme, musique, tout ça. Donc c'est une des œuvres, entre guillemets, dont je suis le plus fier, honnêtement. Donc voilà, grosse fierté. Et encore une fois, fierté avec Nintendo, tout ça. Bref. Bah, je le disais, des ventes un petit peu honorables. Et puis bah, même si il n'y a que 12% du travail de rembourser, ça reste mon projet le plus rentable. Ce qui n'est pas une très bonne nouvelle, hein, si on considère le reste. Mais bon, voilà, si je regarde les bouquins, je pense que les ventes des bouquins, ça doit rembourser 2% du travail fourni, quelque chose comme ça. Le blog, ça marche pas trop mal. J'ai un petit peu des dons. Merci aux gens qui donnent, d'ailleurs. Mais voilà. Quand j'ai fini le jeu, j'ai eu beaucoup envie de faire la suite. Forcément, Superflu Returns 2. Parce que bah, c'était chouette et que j'aurais d'autres trucs à raconter. Et en fait, j'ai commencé à pas mal bosser dessus. Donc j'ai eu une histoire, les grandes lignes de l'histoire qui est écrite. J'avais même trouvé un titre, j'avais fait une affiche, j'avais fait un artwork, j'avais même fait un teaser, donc une toute petite vidéo pour présenter le truc. Et je m'étais dit, je vais faire un crowdfunding, en me disant, ben là, j'ai plus la visibilité pour faire un jeu, parce que celui-ci m'a pris... alors, c'était pas à plein temps, mais le développement s'est étalé sur un peu plus de 3 ans. Et là, j'ai pas la visibilité en termes de thunes sur 3 ans. Donc je m'étais dit, crowdfunding, ça peut être l'occasion de, voilà, bah, déjà, ça fait de la com, ça peut faire une bonne rentrée d'argent pour commencer. Sauf qu'en fait, je me suis dit, avec une base de gens qui l'ont acheté de 600, c'est pas énorme, notamment sur le fait que les 600 vont pas forcément participer au crowdfunding. Donc pour le moment, bah, c'est un peu annulé ou en tout cas reporté à une date indéfinie. J'aimerais bien le faire un jour, mais là, en l'état, je pense que c'est pas réalisable.
Et je me suis dit ça au début de l'année 2024, là où j'ai fait un peu le deuil de ce truc, mais je me suis dit, j'ai quand même vraiment bien aimé faire un jeu vidéo et j'aimerais bien en faire un autre, quitte à ce que ce soit un truc un peu moins ambitieux. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à Godot. Parce que quand j'ai fait mon jeu et que j'ai dit c'est un moteur perso, on m'a dit mais pourquoi tu prends pas Godot? Parce que Godot c'est un moteur de jeu sous licence libre, donc c'est un peu comme Unity, mais sans les mauvais côtés d'Unity. À ce moment-là, j'avais dit, ce qui est la réalité, c'est que en fait, moi, je sortais de ma boîte de programmation où je faisais du gros C++ bien bourrin et j'étais à fond dedans. Je me suis dit, en fait, moi, ce qui m'intéresse, là, c'est de faire un truc moi-même. Et je regrette pas vraiment avec le recul, même si d'un point de vue efficacité, encore une fois, je pense que j'aurais été plus vite avec Godot, mais j'ai trouvé ça cool de faire tout moi-même aussi. Mais là, je me suis dit, en fait, si je veux faire un jeu qui n'est pas un point and click, je me suis dit, je vais reprendre mon moteur, puis je vais un peu le modifier. Et là, j'ai commencé à regarder, je fais, oh là là, je repars pour 2 ans. Donc, j'ai testé Godot et c'est génial. J'aime beaucoup Godot. J'ai pas vu la conf d'hier, malheureusement, sur Godot, mais je la regarderai en replay. C'est incroyablement instinctif. Et puis, à chaque fois que je fais un truc avec, un truc qui me prend une demi-journée, je me dis, si je l'avais fait tout seul, ça m'aurait pris 3 semaines. Donc, je pense qu'on est vraiment sur ces échelles-là en termes du gain de temps. Et non, c'est vraiment chouette. Et donc, très vite, je me suis mis à un autre jeu en me disant, bon, là, je vais faire un jeu qui va me prendre beaucoup moins de temps. Et qui va être un truc avec comment dire, un rapport quantité temps de développement, temps de jeu meilleur. C'est-à-dire un truc qui va pas me prendre beaucoup moins de temps à développer, mais auquel les gens vont pouvoir jouer beaucoup plus longtemps. Parce que le point and click, ça n'a pas une super jouabilité, vu que c'est une histoire. Et quand on l'a fini, on l'a fini, quoi. Et donc ça s'appelle Salgos. Et c'est un simulateur de cours de récré où vous jouez des enfants plutôt pas très gentils, qui essaient de s'amuser le plus possible dans le cours de récré, mais il n'y a pas assez de jouets. Donc, ils se mettent des beignes pour se les piquer. Voilà, j'ai passé un dimanche, oui, je bosse le dimanche, c'est pas bien, je sais. J'ai passé un dimanche après-midi à choper des sons d'enfants qui pleurent et à les découper dans Audacity. Je me suis dit, je fais un métier formidable quand même. Voilà, il est sorti en octobre, début octobre. Là. Donc ça, c'est quelques captures d'écran. Donc c'est très axé multijoueur. J'ai fait tout un truc de personnalisation du personnage assez poussé. Vous avez aussi un générateur d'avatar qui fait la même chose, qui est aussi fait avec Godot, parce que Godot peut s'exporter en HTML et tout. C'est super Godot. Vous pouvez collectionner des cartes qui sont des parodies de cartes Pokémon. Vous pouvez faire plein de trucs. Et il y a plein de différences avec Super Furry Returns. Une grosse différence, c'est que je me dis, ça, c'est aussi plus facilement streamable. Et en fait, mine de rien, je me suis rendu compte aussi à quel point maintenant la communication autour des jeux vidéo, ça se faisait énormément par le stream, notamment par Twitch, grosse plateforme privatrice, centralisatrice, mais ça passe beaucoup par ça. Et un point and click, c'est très nul à streamer, parce qu'en fait, si vous le streamez, en fait, vous le spoilez, vous le divulgachez, comme disent les Québécois, pour les gens qui regardent, en fait. Donc ça peut être sympa parce que vous suivez une histoire, mais personne ne va avoir envie de l'acheter parce que tout le monde l'a déjà fait. Là, je me dis, c'est un peu plus streamable, c'est très axé multi, donc ça peut être assez fun. Et un autre truc qui est chouette aussi, c'est que Super Furry Returns, quand je l'ai sorti, en fait, il était fini. Il y avait l'histoire, et puis c'est tout. Ça, comme c'est un jeu un petit peu évolutif, je peux faire des mises à jour, rajouter du contenu, rajouter des modes de jeu, et du coup, ça permet aussi de communiquer petit à petit dessus et d'avoir un truc un peu plus vivant, en fait. Et d'ailleurs, j'ai déjà commencé avec une mise à jour qui est sortie très peu de temps après, cette mise à jour d'Halloween, où il y a un thème avec l'automne, il y a un thème d'Halloween, il y a des nouveaux jouets. Il y a un mode 2 joueurs en écran splitté que j'avais pas fait parce que j'avais pas eu le temps sur la première version, mais là j'ai eu le temps de faire ça, donc c'est cool, on peut jouer à 2 sur le même écran, derrière son ordi, soit en séparant le clavier, soit avec une manette, et c'est très cool. Alors par contre, malheureusement ça part pas super bien en termes de vente, alors c'est pas ridicule, mais tout à l'heure je vous ai montré que Super Furry Returns, j'en avais vendu une centaine d'exemplaires en quelques jours. Là, il m'a fallu un peu plus d'1 mois pour atteindre les 100 exemplaires. Donc, ça part moyen. Sachant qu'il est beaucoup moins cher. Je l'ai mis à 4 € parce que c'est un tout petit jeu. Donc là, pour le coup, je me dis ce serait déconnant de le mettre à plus. Ça voudrait qu'il faudrait que j'en vende encore plus que Super Furry Returns pour rentabiliser. Et là, je suis plutôt parti pour en vendre beaucoup moins. Bon, après, voilà, c'est un jeu sur lequel je veux communiquer sur la durée. Donc, je ne perds pas espoir. Mais ça sent pas forcément très, très bon. Et j'espère du coup que ce ne sera pas mon dernier jeu, parce que j'aimerais bien en faire d'autres encore. Mais on verra, parce que, c'est pas pour faire le mec alarmiste, mais d'un point de vue art libre, le bilan est pas ouf de manière générale. Hein. Il y a les jeux, c'est une chose, mais j'ai pas fait ma conf cette année sur mes activités en général. Mais enfin voilà, en gros, j'ai un blog qui s'appelle Grisbouille. Bon, il n'est pas devenu plus populaire que ça, je suis pas devenu une star, je n'ai pas forcément envie de devenir une star, mais c'est pratique pour avoir des gens qui donnent, d'avoir plus de gens.
Et bon, j'ai pas beaucoup plus de gens qu'il y a 3 ans. Je vends des livres, j'en ai plein sur le stand si vous voulez, mais j'en vends pas énormément, surtout quand c'est pas sur les stands parce qu'il y a des gros frais de port et que les livres se vendent peu de manière générale, donc c'est pas fou non plus de ce côté-là. Je fais des commandes aussi, vous pouvez me commander des dessins, donc j'en ai publié un d'ailleurs il y a pas longtemps là sur un truc de miniation numérique qui est sous licence libre que vous pouvez réutiliser, n'hésitez pas. Les commandes, c'est chouette parce que je peux les facturer vraiment autant que ça me prend, mais comme j'en ai pas beaucoup, ça n'aide pas plus que ça les finances. J'avais fait du dessin de presse parce que je me suis dit qu'avec mon style, c'était chouette et ça va vite. Et j'ai eu la bonne idée de commencer à faire des dessins d'actu marrants un mois avant le début de la guerre en Ukraine. Bon, après, j'ai un peu arrêté parce que l'actu n'était pas plus fun que ça. Puis, vu comment ça a tourné, j'ai bien fait d'arrêter finalement. Mais bon, du coup, je ne fais pas de dessin de presse non plus. Et le jeu vidéo, comme je vous dis, c'est plutôt pas très bien barré, même si, il faut pas désespérer. Donc voilà, j'espère que ça va s'améliorer dans les mois qui viennent parce que depuis que j'ai commencé auteur à plein temps, je continue de taper dans mon épargne et elle n'est pas infinie non plus. Donc voilà. Donc merci de votre attention. Sachez que sur mon stand, du coup, j'ai les bouquins, mais je vends aussi des clés Steam superflues. Juste des clés Steam, sachant que le jeu est libre, vous pouvez quand même télécharger les sources et tout. Et je vends des clés Steam plus itch.io pour Salgos, sachant que Salgos n'est pas encore libre, donc soyez prévenus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir, sinon évidemment c'est disponible en ligne. Et si vous voulez me suivre, donc mon site officiel c'est petitlook.net, il y a les liens vers tout le reste. Le blog Grisbouille, et puis sur Mastodon, c'est j@ramapiaf.org. Voilà, et n'oubliez pas de soutenir, et merci beaucoup de votre attention. Et si vous avez des questions, je vous écoute. Alors la question est pour Salgos, j'ai pas fait une version sur Switch. Avec Godot, c'est possible. Ouais, alors la version Switch de Salgos, oui, et c'est un truc auquel je suis en train de réfléchir. C'est effectivement théoriquement possible avec Godot. Alors la différence entre Godot et la SDL, c'est que la SDL, moi quand je me suis inscrit sur le site Nintendo, j'ai demandé au mainteneur de la version Switch si je pouvais avoir accès au code, et comme j'avais mon compte Nintendo, il m'a donné accès. Godot, il n'y a pas de version officiellement fournie par Godot. Il y a des boîtes qui font des ports de Godot pour Nintendo Switch, mais ça coûte une blinde. Et sinon, il y a des boîtes qui s'occupent de portage. Donc ça, j'en ai contacté quelques-unes parce que du coup, si les boîtes font un portage, en fait, ça te coûte rien direct. C'est juste qu'après, sur les ventes, elles te prennent un pourcentage, mais moi, ça me va à la rigueur. D'autant plus que c'est pas forcément du portage que sur Switch. Il y a aussi PlayStation, Xbox. Moi, pour le coup, je n'y ai pas accès, donc voilà. Mais j'ai pas eu de réponse, j'ai eu des réponses négatives de une boîte, mais j'aime bien avoir une réponse négative. J'aime pas avoir pas de réponse, c'est très chiant. Donc je préfère qu'on me dise non. Et il y a une autre boîte qui s'appelle, alors je sais pas comment ça se prononce, Rawlab, enfin R-A-W-R-L-A-B je crois, qui font des portages Switch et qui m'ont dit qu'ils avaient pas le temps pour faire du multi. Par contre, eux, ils ont un port de Godot qu'ils ont mis en libre disposition et ils m'ont filé l'accès il y a 2 jours, j'ai pas eu le temps de regarder, mais ce qui fait que je vais regarder. Ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, le port Switch, j'ai pas trop parlé de la partie technique, mais il y a tout un truc. Il y a la raison pour laquelle c'était long, je rigolais avec Visual Studio, mais il y a aussi que sur Switch, t'as un espèce de cahier des charges qui est assez strict. Du coup, ils prêtent vachement attention à la qualité des jeux. Et je sais que pour la SDL, j'avais pu activer une petite variable qui disait SDL version 1 joueur. Et en fait, ça, dans la doc de la SDL, disait si vous activez ça, vous passez automatiquement les 3/4 des tests de Nintendo, parce qu'en fait, la version 1 joueur, c'est très facile, il n'y a qu'une manette, ça marche bien. Apparemment, le multi, c'est très compliqué, parce que pour les gens qui ont déjà joué à la Switch, en gros, si tu as une manette qui se déconnecte, il faut que tu aies le bon truc qui s'affiche, que tu puisses reconnecter la manette, à gérer le fait qu'il y ait 2 manettes ensemble, enfin, c'est vachement compliqué. Donc je pense que je vais essayer de le faire, mais j'ai peur que ça soit un gouffre à temps, parce que je pense que ça va être beaucoup plus compliqué que Super Furry Returns à porter. Et l'autre truc qui m'inquiète énormément, c'est le jeu en réseau. Parce que là, pour tester le jeu en réseau, je pouvais me débrouiller avec plusieurs trucs. Par contre, moi, j'ai un kit de développement Switch. J'ai pas forcément envie d'en acheter 15. Ça coûte cher. Et j'ai pas trop d'autres gens avec qui tester. Donc, je me dis, soit je fais un portage avec juste du multilocal, éventuellement. Mais voilà. Donc, le portage sur Switch, j'aimerais bien le faire parce que je pense que c'est un jeu qui serait bien sur Switch. Mais je sais pas si ça va être faisable, quoi. Ouais, effectivement, c'est le public cible. Enfin, c'est petit jeu multi avec des sessions de 3 minutes, c'est parfait pour la Switch, hein, c'est sûr. Ouais. De ce que tu dis de ton expérience d'auteur à plein temps,
c'est en train de grignoter ton épargne, il y a un risque que ça se termine bientôt et donc que tu dois retourner bosser probablement comme ingénieur. Ouais. Si ça se passe comme ça, est-ce que toi, ton approche, c'est ça redevient une activité à côté que je fais sur mon temps libre et je reviens en fait à mon modèle d'avant? C'est est-ce que finalement je retourne bosser, le temps de remettre un peu d'épargne de côté et je retente l'expérience peut-être dans 3 ans, 4 ans, 5 ans Ouais, alors la question c'est du coup si j'arrête de faire auteur à plein temps parce que ça commence à devenir compliqué, est-ce que je repars comme auteur sur mon temps libre ou est-ce que j'attends de remettre des sous de côté pour repartir à plein temps? Je sais vraiment pas. En vrai, là, en vrai, quand je disais auteur à plein temps, c'est déjà plus tout à fait vrai parce qu'en fait, je donne un petit peu des cours dans une fac à côté de chez moi, donc ce qui met un petit peu de sous et c'est sympa. Je me vois pas trop retourner faire ingénieur derrière un bureau. Honnêtement, ça m'attire pas des masses. Donc je sais pas trop ce que je ferais. Il y avait l'idée éventuellement de continuer à être indépendant, mais du coup faire des missions de dev qui seraient mieux payées. Je sais pas. Sinon faire plus de cours, parce que donner des cours à la fac, je trouve ça chouette pour le coup. J'aime bien. Mais je sais pas, là, pour le coup, en gros, je me laisse jusqu'à juin pour voir comment ça évolue, et après, je pense que je vais voir, mais je sais pas du tout, franchement. Ouais. Tu disais que la presse française t'avait pas donné de visibilité sur Superflu, et je suppose pour Salgos non plus. Est-ce que tu sais pourquoi, ou quels sont les endroits où tu aurais dû aller taper pour justement que ça fonctionne? Alors la question c'est que oui, j'ai eu aucun retour dans la presse, ni pour Superflu Returns, ni pour Salgos, effectivement, je confirme. Et est-ce que je sais où j'aurais dû aller taper? Non, sinon je l'aurais fait pour Salgos. Non, après, la raison pour laquelle j'ai rien eu, très sincèrement, je pense que des communiqués de presse, ils en reçoivent 15 000 par jour et que, bah, en fait, c'est noyé dans la masse. Je pense que c'est très compliqué aujourd'hui d'arriver à faire parler d'un projet comme ça, qui sort un peu de nulle part, qui est, peut-être que les gens ici pensent que je suis connu, mais en vrai, hors de la sphère libriste, non, hein, clairement. Et je pense qu'à moins d'avoir un appui, d'avoir quelqu'un qui connaît, de connaître quelqu'un de connu, entre guillemets, et tout, c'est super, super compliqué. Et je pense que je ne suis pas le seul du tout, en fait. Je pense que les gens ont du mal à faire parler d'eux. Ouais, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais fait les festivals, en me disant, bah, aller directement voir les gens. J'avais rencontré des streameuses et c'était vachement chouette, mais c'est pareil, je me rends compte avec le recul que ça n'a pas eu trop d'effet. Donc, non, je suis un peu coincé. Après, moi, c'est un truc que je dis souvent, mais je suis vraiment pas bon en com, hein. Je le sais, j'essaie de bosser dessus, mais c'est compliqué. Je continue quand même à chaque fois d'envoyer des communiqués à tout. Après, je sais que envoyer des communiqués à jeuxvideo.com, je pense que ça sert à rien, c'est sûr, hein, mais en fait, le truc, c'est que j'ai réussi à avoir un truc au moment de la sortie sur Switch, parce que comme je pense qu'il y a quand même moins de jeux qui sortent sur Switch, j'ai réussi à avoir un truc, et malheureusement, le test était pas mauvais, mais il était moyen, quoi. Ils ont dit, oui, le jeu, je sais plus, le score sur 100%, ils ont dû mettre 75, un truc comme ça, ce qui est pas mal, mais pas ouf. Et en fait, je suis pas sûr que ça m'ait aidé parce que si je cherche un jeu pour Switch, en fait, il y a des jeux indépendants, il y en a 15 millions, bah, je vais pas prendre celui qui a 75%, je vais prendre celui qui a 95, quoi. Donc, bon, je ne sais pas. C'est vraiment le truc compliqué, hein, c'est d'arriver à faire parler de soi dans un truc qui est sursaturé, quoi. Les deux on fait en même temps. Ouais, vas-y. Du coup, ça reste un peu sur le thème de la com. Est-ce que tu as ciblé les communautés des fans de Point and Click? Alors, ouais, donc la question était, donc, est-ce que sur la com, j'ai ciblé les communautés de fans de Point and Click? Un petit peu, et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai eu les articles américains, c'est-à-dire qu'il y en a un, c'est sur Adventure Game Hotspot, je crois, qui est un truc spécifiquement dédié aux jeux d'aventure, donc eux, ils étaient super contents d'avoir le jeu. J'en ai pas trouvé en français, en vrai. Après, il y a des communautés, genre communautés de streamers, mais c'est des trucs où j'ai aucune idée de comment atteindre ces gens-là, en fait, ça... C'est triste à dire, mais enfin, moi, j'ai 35 piges et parler à des gamins, je suis désolé du terme, mais de 22 ans qui sont sur Twitch et tout, moi, j'ai peur d'arriver comme un gros boomer, genre hey, salut, j'ai fait un jeu vidéo. Et y a des moyens de le faire, sans doute bien, mais c'est vrai que moi, j'essaie de rester un peu à mon niveau et de pas passer pour un con, on va dire. Donc, non, je sais pas trop. Ouais, pour le point and click, ouais, en France, j'ai pas trop. Ouais, c'est complètement une niche. Après, il y a par exemple alors, je sais pas comment dire, un utilisateur de Steam en fait qui lui était très point and click, qui a adoré le jeu et qui lui a une bonne communauté de gens qui le suivent et tout, qui a fait une super review. Et je pense que ça m'a vachement aidé. Par exemple, je pense que ça a bien marché.
Et lui, ce qui est assez chouette, c'est qu'il a toute une communauté aussi d'amis qui testent des trucs et en fait qui se sont proposés de faire des tests pour Salgos et qui m'ont vachement aidé en fait à tester le jeu en multi parce que le test en multi quand tu es tout seul, c'est pas simple. Et donc typiquement c'est un truc chouette, mais c'est vraiment des trucs par hasard quoi. Je sais pas comment il a entendu parler du truc, mais bon voilà quoi. Il reste 10 minutes, mais du coup ouais. J'ai eu l'impression, ouais, mais je me trompe peut-être, qu'il y avait une espèce d'opposition entre succès commercial et le fait que ce soit libre. Ouais. Est-ce que c'est vraiment ça le problème? Parce que là, il y a eu plusieurs questions sur l'aspect commercial. Est-ce que c'est vraiment le cœur du problème ou est-ce que c'est une cause ou... Alors, et donc la question c'était que j'avais fait une opposition entre succès commercial et licence libre. Et la question c'est est-ce que c'est vraiment le cœur du problème ou est-ce que c'est une cause et tout. Alors je pense pas que ce soit le cœur du problème parce que on peut avoir des succès avec du libre et tout ça. En fait, moi je partais aussi du constat que je fais avec mes livres en fait, c'est-à-dire que les livres ils sont sous licence libre, donc il y a la version numérique qui est gratuite notamment avec possibilité de faire un don. Et les versions imprimées qui sont payantes, et je vois en fait que j'ai une énorme quantité de download et une petite quantité quand même d'achats. Et en fait, là, typiquement, je sais que les plateformes ont vachement d'importance, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens, notamment dans la communauté des gens qui jouent, qui en fait ont quasiment pas de notion de ce que ça peut être une licence libre et qui en fait, c'est plus simple de l'acheter sur Steam, en fait, ils ont déjà le truc, et du coup, même si c'est libre, ils l'achèteront. Donc ça, c'est un truc qui est clair. En fait, moi, je partais du principe que la majorité des gens qui me connaissent, c'est des gens qui me connaissent par le logiciel libre, par Mastodon. Et j'avais cette peur de me dire, je vais le sortir en mode, bon, bah, il est libre, par contre, pensez à faire un don et d'avoir 3 achats et 2000 téléchargements et puis 3 dons, quoi. Ce qui, avec mon expérience des bouquins, n'est pas totalement délirant comme truc. Donc, c'est un peu pour ça. En fait, si j'étais connu plus à l'extérieur du milieu du libre, en fait, je serais moins frileux de ce côté-là parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a des tas de gens entre aller choper un tar GZ ou un zip gratos dans un site et puis juste faire j'achète sur Steam, achèteront quand même sur Steam, quoi. Donc, mais là, ouais, il y a un peu le côté, c'était, j'aime beaucoup la communauté du libre, mais c'était genre, s'il vous plaît, passez à la caisse, quoi. Bon. Et ça a pas trop mal marché, en vrai, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté pour ça, quoi. D'autres questions ? Est-ce qu'il y a une version anglaise de Salgos? Ouais, la question est-ce qu'il y a une version anglaise de Salgos? Oui, il y en a une que j'ai faite moi parce que, en plus, par rapport à Super Furry Returns, c'était beaucoup plus simple parce que Super Furry Returns, c'est beaucoup de dialogue, donc c'était long. Salgos, il y a pas mal de texte, mais c'est du texte principalement de menus et de trucs comme ça, donc ça se traduit très facilement. J'ai même envisagé de le traduire moi-même dans d'autres langues en mettant pas mal de DeepL et tout. Mais je suis moins à l'aise avec ça. Je sais qu'il y a plein de jeux vidéo qui utilisent des traductions par IA, mais des fois, je vois le résultat, je fais c'est un peu pété. Et moi, j'aime pas l'idée d'avoir un truc pas fini. Voilà, un des trucs tout bêtes, mais je sais que par exemple, il y a un truc héberger une partie. Bah, dans certains langages, héberger, le héberger au sens héberger quelqu'un chez soi et héberger une partie, c'est pas le même mot. Et s'il y a ce goût et qu'elle prend l'autre, bah, t'as un peu l'air con quand même, quoi. Donc, ouais, j'avais commencé à réfléchir. Je sais qu'en espagnol, il s'appellerait mocosos, avec un point d'interrogation de chaque côté, comme ça. Mais je sais pas, je préférais éventuellement avoir des gens qui le font. Après, je me vois pas faire appel à la communauté pour un truc qui est pas libre. Ça me semblerait pas correct. C'est quoi le titre en anglais? Le titre en anglais, c'est Little Brats. Et après, j'ai appris que le mot brat, c'était le mot de l'année en anglais, qu'apparemment, c'est devenu très populaire comme mot, mais ça n'a rien à voir. D'ailleurs, au début, je voulais juste l'appeler Bratz. Et j'ai eu peur que ça soit trop proche de la marque. Il y a une marque Bratz avec un Z, c'est des poupées, je crois. Je me suis dit, ouais, on va mettre Little devant, voilà. Pas d'autres questions? Si, vas-y. C'est une petite remarque sur les traductions automatiques ou assistées comme ça. Je confirme que c'est une très mauvaise idée. Moi, j'ai acheté il y a quelques années Grim Fandango Remastered. Ouais. Le jeu existait déjà en français. Bah oui. Donc le remaster, ils avaient juste rajouté un menu en plus qui avait besoin d'être traduit. Donc vraiment quelques mots. Et je me retrouve sur la version française, par exemple, sur l'affichage. Alors le choix, je crois, entre désactiver, fenêtré ou indigène. Et j'ai mis très longtemps à comprendre qu'indigène était pour une traduction de native pour... Ok, je répète parce qu'en plus c'est drôle, mais oui, donc il me disait que l'idée de traduction par IA, effectivement, c'était une mauvaise idée. Enfin, en fait, notamment, du coup, si tu corriges pas la main, parce qu'en vrai,
pour la traduction sale gosse, en fait, je passais pas mal par DeepL pour certains trucs, mais je repassais derrière parce que je sais parler anglais, je voulais juste vérifier que c'était les bons mots et tout. Il disait, oui, il avait un truc Grim Fandango, donc en plus, qui est un LucasArts, ils sont de la thune, quoi, LucasArts. Ils pourraient payer des traducteurs, quoi. Et où ils ont rajouté un menu qui était traduit par IA, et forcément, bah, y a des trucs qui passent mal, genre, c'était l'affichage en mode donc fenêtré, plein écran, non. Désactivé, fenêtré ou indigène, et indigène étant la traduction de native. Ouais, non, mais typiquement, exemple, et moi, c'est un truc qui m'inquiète, en fait, je me dis, j'ai pas envie d'avoir ce genre de truc dans mon jeu, je trouve ça le fait pas, quoi. C'est bon. Bref, ouais. Une question par rapport au temps que tu as mis à prendre en main Godot et à développer ton jeu. J'ai l'impression que sur ta timeline, ça a été fait très rapidement par rapport à ton développement SQL. Donc, combien de temps tu as passé du temps à l'apprendre, à faire des tests, et quel moment tu as fait ton jeu, et à quel moment tu as réussi à le sortir? Ah oui, la timeline sur le fait que oui, j'ai appris Godot très rapidement. Oui, très rapidement. Mais c'est un des trucs qui m'a surpris. C'est une des raisons pour lesquelles je trouve que c'est génial Godot. C'est que, bon, après, j'avais l'expérience d'avoir fait un jeu tout seul, ce qui a sans doute vachement aidé. Mais en vrai, ouais, j'ai commencé Godot janvier 2024. J'ai commencé le développement du jeu, je pense, février 2024, et je l'ai sorti en octobre, quoi. En fait, je pense que j'ai quand même continué à apprendre Godot au fil du développement au début. C'est-à-dire qu'au début, je pense que je passais toujours un peu de temps à trouver le bon nœud qu'il fallait utiliser, le bon truc, parce que ça, tu sais pas. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça vient vite, quoi. Puis il y a plein de trucs qui sont assez répétitifs. Tu reprends toujours un sprite, un truc. Donc non, ouais, j'ai vraiment été vite, et c'est vraiment un plaisir d'avoir découvert Godot comme ça, quoi. C'est vraiment top. Mais après, il y a aussi le fait que je sois à plein temps dessus, donc des fois, je pouvais passer, sur une semaine, je pouvais passer 20 heures à faire que ça, et en fait, bah, ça vient vite quand t'as du temps, et qu'en plus, moi, j'ai le côté où toute la partie qui n'est pas programmation, je sais déjà la faire, donc en fait, je pouvais déjà produire plein de sprites, des trucs comme ça, et après, je pouvais directement tester dans le jeu. Enfin, je peux vraiment itérer rapidement en étant tout seul. C'est un des avantages d'être tout seul, en fait. Mais ouais. Est-ce qu'il y a une partie des éléments de Superflu que tu as pu réutiliser sur Salgos? Est-ce qu'il y a des éléments de Superflu que j'ai réutilisés dans Salgos? Non, très peu. Le style graphique est le même, mais en fait, j'ai quand même redessiné pas mal de trucs. Il y a vraiment de petits trucs, genre le curseur, c'est le même, quoi. Voilà, il y a des trucs comme ça, je dis, je vais pas en refaire un. Après, il y a des références à Superflu Returns dans Salgos, ça, c'est pour le plaisir, quoi. Mais non, il n'y a pas eu trop d'éléments réutilisés, finalement. Je suis en train de réfléchir, mais... Non, très peu, ouais. Je sais pas combien de temps il reste, mais on va peut-être s'arrêter. Ouais. 3 minutes, allez, si quelqu'un a encore un truc, profitez-en. Mais sinon, bah, on peut s'arrêter là. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas.